Bonjour à tous. Cet après-midi, les sénateurs examinent une proposition de loi constitutionnelle du groupe radical, un texte qui vise à renforcer la fonction de représentation des collectivités territoriales par le Sénat. Constitutionnellement, le Sénat représente les collectivités territoriales, mais aussi par la Constitution, le Sénat n'a jamais le dernier mot sur l'Assemblée nationale en cas de désaccord des deux assemblées sur un texte de loi. Et donc, même sur un texte lié aux collectivités territoriales, le Sénat peut voir sa volonté outrepasser par celle de l'Assemblée. Cette proposition de loi du groupe radical vise à créer une exception, faire en sorte que tout texte lié à l'organisation des collectivités territoriales échappe à cette procédure. C'est en quelque sorte une réponse du Sénat à l'Assemblée. On se rappelle que lors de la réforme des collectivités territoriales, l'Assemblée est revenue à plusieurs reprises sur les modifications apportées par le Sénat, suscitant beaucoup de colère parmi les sénateurs. Tout de suite donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République, présentée par M. Yvon Collin et les membres du groupe RDSE. Dans la discussion générale, la parole est au président Collin, auteur de la proposition de loi. Ah non, le voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pas très nombreux, bien qu'il s'agisse pourtant de renforcer les droits, le pouvoir du Sénat et son rôle en matière de défense de nos collectivités locales. Mesdames, Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, avec le soutien de l'ensemble des membres de mon groupe du RDSE, par-delà des clivages politiques qui le composent, j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui à l'examen des membres de la Haute Assemblée une proposition de loi du RDSE qui a l'ambition de combler un silence regrettable de notre Constitution et par là même de renforcer le Sénat dans sa fonction constitutionnelle de représentation des collectivités territoriales. En effet, mes chers collègues, nous vous proposons par ce texte d'aller au bout de la logique sous-tendue par les articles 24 et 39 du texte constitutionnel en soustrayant les projets et propositions de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales à la procédure offrant, le cas échéant à l'Assemblée nationale, la possibilité de statuer définitivement sans l'accord du Sénat. En vous proposant cette modification de l'article 45 de la Constitution, nous sommes bien conscients de soulever un débat qui va au-delà d'un simple ajustement technique de la procédure parlementaire. En tout état de cause, c'est bien toute la question cruciale de la place du Sénat dans nos institutions et celle du respect qui doit être dû à sa fonction de représentation des collectivités locales qui est posée. À l'évidence, l'actualité de ces derniers mois a malheureusement démontré qu'en dépit des prérogatives qui lui sont constitutionnellement réservées, notre Haute Assemblée a fait l'objet d'un mépris souverain qui a affecté l'ensemble de ses membres et par-delà tous les grands électeurs dont nous sommes ici l'émanation et la représentation. C'est donc bien l'actualité, en l'espèce les conditions d'examen et d'adoption du projet de loi de réforme des collectivités territoriales qui m'ont inspiré ce texte, le texte de cette proposition de loi qui n'a d'autre objectif que de garantir constitutionnellement et formellement au Sénat toute la place qui doit être la sienne. Car mes chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir que l'article 24 de la Constitution dispose que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Cela signifie que dans notre République unitaire et indivisible, la représentation des collectivités par le Sénat est bien sûr une modalité technique de la représentation du peuple souverain qui s'exprime par le suffrage universel indirect, mais cela exprime également l'idée d'une représentation de la nation par des corps intermédiaires territoriaux, comme le concevaient d'ailleurs les rédacteurs de la Constitution. En clair, la représentation par le Sénat est politique et aussi légitime, quoique différente, que celle de l'Assemblée nationale. C'est à l'aune de cette idée qu'après de longs débats qui ont été institués en 2003 au profit du Sénat et à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, une priorité d'examen
des projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales. Cette heureuse modification du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution a ainsi, en quelque sorte, institutionnalisé une pratique presque systématique des gouvernements successifs. Elle est également venue prolonger la logique qui sous-tendait, depuis 1958, la fonction représentative du Sénat, en formalisant cette priorité qui découle du rôle qui lui est dévolu de chambre de la diversité de nos territoires. Dans notre esprit, le Sénat n'est pas doté d'une supériorité irréfragable sur l'Assemblée nationale en matière de collectivité territoriale. De la même façon qu'il n'est pas le porte-voix unique des préoccupations des élus locaux. Nous ne constituons pas le réceptacle d'intérêts purement catégoriels. Nous sommes cependant en première ligne sur ce front et avec le texte que nous vous proposons aujourd'hui, nous ne mettons pas le Sénat au-dessus de l'Assemblée nationale en matière de collectivité territoriale. Nous mettons simplement en cette matière les deux assemblées parlementaires au même niveau. Une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique, déclarait le général de Gaulle en 1964, précisément, la pratique de nos institutions aurait en toute logique dû conduire à assurer le respect de cette prérogative consacrée par le Constituant. Et lors de l'examen de la désastreuse réforme des collectivités territoriales, nous avons connu, par la pratique justement, la démonstration malheureuse du détournement non seulement de l'esprit, mais aussi de la lettre de la Constitution. Sans refaire l'historique de ce texte, il est évident qu'il était, dès l'origine, mal conçu dans sa méthode même. Méthode qui était, selon moi, à l'opposé du consensus et de la négociation nécessaire sur un sujet qui dépasse les appartenances partisanes. Pourtant, les conclusions de la mission, désormais célèbre, la mission Belot, qui associait toutes les sensibilités du Sénat, ont été superbement ignorées. De fait, une réforme aussi majeure pour l'avenir de nos collectivités et à travers elle pour celui de nos concitoyens n'aurait jamais dû faire l'objet de passages en force auxquels nous avons assisté avec consternation. La navette entre les deux chambres vit aussi se mettre en œuvre un détournement de l'esprit de la Constitution. Le gouvernement avait initialement annoncé que les dispositions relatives au mode de scrutin du conseiller territorial et aux compétences des collectivités territoriales feraient l'objet de projets de loi distincts. Tout débat sur ce sujet nous fut d'ailleurs presque interdit dans cet hémicycle en première lecture, en disant « nous verrons plus tard ». Mais cet engagement de dupe ne l'empêcha pas d'introduire lui-même, ou par l'entremise de la Commission, ces dispositions par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, au mépris de la parole donnée préalablement devant le Sénat. Comme le démontra brillamment notre excellent collègue Jacques Mézard, en défendant la motion d'exception d'irrecevabilité en deuxième lecture, la procédure législative avait été dénaturée en vidant de son contenu l'article 39 de la Constitution qui accorde la priorité d'examen du Sénat. L'application au droit d'amendement de la règle de l'entonnoir, bien connue, dégagée par le Conseil constitutionnel, a en réalité été menée de telle sorte que la procédure législative en a été dénaturée, voire même viciée au regard de l'atteinte portée au principe de clarté et de sincérité des débats. En étant contraint d'accepter de se prononcer dans ces conditions, je le dis solennellement, le Sénat a été humilié. Mes chers collègues, les deux chambres du Parlement ont exprimé à l'occasion de l'examen de ce texte de profonds désaccords sur des points majeurs touchant l'organisation et le fonctionnement de nos collectivités, l'esprit de notre Constitution, mais aussi celui de nos institutions, commandent que la parole du Sénat soit écoutée, entendue et surtout respectée. Au terme de ces deux lectures, dans chacune de nos deux assemblées, il n'était simplement pas possible que soit convoquée une CMP, sauf à préférer se moquer du Sénat. C'est d'ailleurs en ce sens que j'avais écrit au Premier ministre le 17 septembre dernier pour solennellement lui demander de ne pas convoquer une CMP, ce qui ne peut relever que de lui, et d'organiser une troisième lecture dans chacune des deux assemblées,
compte tenu du profond désaccord qui persistait. J'en avais également d'ailleurs avisé les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je sais que bon nombre de nos collègues, sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, partageaient la position que j'ai défendue. Il était manifeste que faire le choix d'une CMP reviendrait pour le gouvernement à opérer un véritable coup de force à l'égard du Sénat et des collectivités territoriales. Tous les sénateurs, à tous les stades de la procédure, auraient dû pouvoir se prononcer, et pas seulement une poignée d'entre eux, savamment choisis, pour composer la CMP. En d'autres termes, c'est un véritable chantage politique qui s'est ainsi exercé sur le Sénat, chantage alimenté par la menace, à peine voilée, de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, en contradiction avec l'esprit même de la Constitution. Lors de l'examen de la grande loi de 1983, on nous en souvient tous, enfin, nombreux sont ceux qui s'en souviennent, répartissant les compétences entre les communes, les départements et les régions et l'État, texte alors porté par une majorité de gauche, le gouvernement de l'époque avait su afficher tout son respect pour le Sénat à majorité de droite. La Haute Assemblée avait eu tout l'espace nécessaire pour s'exprimer. Parmi les apports majeurs de cette loi, certains étaient d'initiative sénatoriale, telle l'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre, fondateur important. C'est dire si un sujet aussi primordial permet toujours de réunir les bonnes volontés lorsque le dialogue, mais aussi l'écoute, sont appliqués comme méthode de travail. Monsieur le ministre, mes chers collègues, notre proposition de loi n'a d'autre objet que d'empêcher, pour l'avenir, que se reproduise une situation aussi intolérable que celle que nous venons de connaître et que l'on ne puisse plus aussi aisément porter atteinte à la dignité de notre Haute Assemblée. Notre texte ne fait finalement qu'aller au bout de la logique de la révision constitutionnelle de 2003. De surcroît, un tel dispositif, plaçant l'Assemblée et le Sénat sur un pied d'égalité, existe déjà, s'agissant des lois organiques qui concernent le Sénat et des projets ou propositions de loi de révision de la Constitution. Nous n'entendons donc pas ouvrir une brèche dans ce bel ordonnancement constitutionnel, mais mettre fin à une double incohérence juridique et politique. Nous n'avons d'ailleurs pas la primeur de cette idée, et je me réjouis qu'elle fût et qu'elle puisse encore, je l'espère, être partagée sur d'autres bancs. Nos collègues Christian Poncelet, alors président de notre Assemblée, Jean-Pierre Raffarin et Jean-Pierre Fourcade, de bonne référence, avaient déposé en 2000 une proposition de loi constitutionnelle relative à la libre administration des collectivités territoriales et à ses implications financières et fiscales. Son article 3 se proposait d'insérer un nouvel article 72.3 dans la Constitution qui aurait disposé que les projets ou propositions de loi relatifs à l'administration des collectivités territoriales doivent être votés dans les mêmes termes par les deux assemblées. L'objectif de nos collègues alors était, selon leur exposé des motifs, de tirer je cite bien sûr, de tirer les conséquences de la responsabilité spécifique du Sénat de garant de la libre administration des collectivités locales en confortant son rôle. Une idée à laquelle nous souscrivons pleinement aujourd'hui. Lors des débats sur ce texte, notre collègue le président Christian Poncelet soutient avec la force de conviction qu'on lui connaît qu'un rôle accru devait nécessairement être accordé au Sénat, car, je cite encore, une telle extension de ses compétences qui découle tout naturellement de sa vocation constitutionnelle serait le gage d'une bonne législation au service de cette République territoriale dont l'avènement doit être et sera, disait-il, le catalyseur d'une France que nous voulons moderne, dynamique et solidaire. Je partage pleinement cette définition de la décentralisation et telle est d'ailleurs la position que les membres du RDSE ont constamment défendue tout au long de l'examen de la réforme territoriale. Dans les débats de 2000, toujours notre collègue Jean-Pierre Raffarin défendait l'idée que la légitimité du Sénat, je cite, pour être renforcée a besoin d'une puissance législative elle-même renforcée. C'est précisément l'idée que nous vous proposons aujourd'hui, doter notre Sénat dans le seul cadre qu'offre la Constitution des outils lui permettant de ne pas laisser sa volonté souveraine de pouvoir constituer, être annihilée
par d'autres pouvoirs constitués. Certes, le Sénat adopta finalement en 2000 une rédaction différente qui prévoyait qu'une loi organique fixerait l'organisation et les compétences des collectivités territoriales, sauf en matière de ressources, pour ne pas empiéter sur la spécificité des lois de finances. En cas de désaccord entre les deux assemblées, le dernier mot serait revenu à l'Assemblée nationale, mais à la majorité absolue de ses membres, comme pour toute loi organique, à l'exception de celle relative au Sénat. C'est sur ces recommandations du rapporteur de l'époque, celui-là même, j'allais m'apprêter à dire, qui est assis à la même place que je pense à Patrice Gélard, qui était à la même place que la rédaction fut retenue. Monsieur le rapporteur de l'époque, vous lui en ferez part, vous estimiez à l'époque que l'adoption en termes identiques par les deux chambres serait de nature à permettre, et je cite le rapporteur de l'époque, au Sénat de jouer tout son rôle pour prévenir l'adoption de dispositions de nature à remettre en cause les principes essentiels de la décentralisation. Laissez-moi vous dire que vous aviez raison, monsieur le rapporteur Gélard, avec 10 ans d'avance, puisque nous venons d'avoir la démonstration malheureuse que le Sénat, malgré ses efforts redoublés, n'a pu effectivement empêcher l'adoption d'une loi qui supporte une régression majeure à la décentralisation. Monsieur le rapporteur, j'ai naturellement lu avec attention votre rapport sur notre texte. J'ai été heureux de constater que vous partagiez toujours, je m'en réjouis, notre volonté de défendre le rôle éminent du Sénat dans le domaine des collectivités territoriales. Votre opinion a même évolué depuis 2000 puisque vous n'estimez pas injustifier l'exigence d'un accord des deux assemblées pour l'adoption de textes concernant, à titre principal, l'organisation des collectivités territoriales. Mais la suite m'a hélas laissé perplexe et, pour tout dire, elle m'a un peu déçu. Je ne peux résolument pas partager votre analyse. Des raisons qui justifieraient le renvoi en commission de notre proposition de loi. Il est vrai qu'une révision constitutionnelle d'origine parlementaire nécessiterait une approbation par voie référendaire. Il est sans doute tout aussi vrai que convoquer le peuple français sur ce sujet ne déchaîne pas, a priori, de grandes passions. Mais encore que rien n'est si sûr, car nos compatriotes comprendraient aisément les enjeux véritables de cette réforme dont ils seraient les premiers bénéficiaires. Mais permettez-moi de vous dire que votre argumentation est surtout très commode pour évacuer le fond de la question qui est posée à chacun de nos collègues et pourtant, vous avez aussi convenu, en présentant votre rapport, que les députés n'avaient pas suffisamment tenu compte des positions du Sénat dans la réforme des collectivités territoriales. Sur tous ces points de notre argumentation, finalement, monsieur le rapporteur, vous êtes d'accord avec nous. Pourquoi alors évacuer ce texte par un soupirail? Conserver ce texte en réserve pour le rattacher à un très hypothétique futur projet de loi constitutionnelle est au mieux, permettez-moi de vous dire, un manque d'audace, au pire, une façon dérobée de ne pas réparer l'humiliation portée au Sénat. Vous raisonnez par simple utilitarisme en termes de chance et de succès, et de cette façon, vous pouvez tout justifier, tout et son contraire. Nous raisonnons quant à nous sur des principes. Et les principes que nous défendons aujourd'hui revêtent une particulière gravité. En allant au bout de la logique institutionnelle initiée en 2003, en notant le dernier mot à l'Assemblée nationale en matière de collectivité territoriale, le Sénat enverrait un message politique très clair, à la fois au gouvernement, monsieur le ministre, et à nos collègues députés, celui du refus du rabaissement. Mes chers collègues, la Constitution n'a pas fait du Sénat une chambre consultative, comme du temps du Conseil de la République. Loin de nous l'idée de déclencher une bataille institutionnelle, mais force est de constater que les autres détenteurs de l'initiative législative ne nous ont jusqu'à présent guère épargnés sur le sujet des collectivités. Comment expliquer demain aux élus locaux de ce pays que les sénateurs qui élisent pour, entre autres, les représenter, qu'ils élisent pour les représenter, sont en train de perdre leur pouvoir d'influer sur le statut et les compétences de leur collectivité? Quelle cohérence y aurait-il à donner au Sénat une priorité d'examen des projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales si son vote n'a guère d'importance? À quoi bon avoir le premier mot depuis la révision constitutionnelle de 2003 si l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot? Mes chers collègues,
Vous l'avez compris, notre proposition de loi constitutionnelle est d'abord un message fort, destiné à réparer l'humiliation subie par le Sénat dans des conditions navrantes qui ont guidé l'examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Mais notre texte n'est pas que cela, puisqu'il répond à un véritable silence du texte constitutionnel, en le comblant de façon cohérente, mais aussi, monsieur le rapporteur, mesurée. Il en va aujourd'hui de l'honneur du Sénat de la République, mais aussi de celui de tous ses membres, eux qui concourent à l'expression de la volonté générale. Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans l'intérêt du Sénat et des collectivités territoriales de ce pays, je vous invite, mes chers collègues, à faire preuve de responsabilité en repoussant d'une part la motion de renvoi en commission et d'autre part en adoptant cette proposition de loi constitutionnelle du groupe RDSE, et je vous remercie de votre grande attention. Merci, cher président Collin, pour votre intervention si brillante. Et maintenant, je vais donner la parole au président Hyest, qui va suppléer au pied levé le rapporteur de la commission des lois retenu par la neige dans son département. Certains autres collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République, présentée avec combien de brio par le président Collin et ses collègues du RDSE, tend à compléter l'article 45 de la Constitution pour écarter les dispositions tendant à donner le dernier mot à l'Assemblée nationale lorsque le Parlement se prononce sur des projets de loi ou des propositions de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales. La disposition proposée a donc pour objet d'interdire que des modifications importantes touchant aux collectivités territoriales soient adoptées sans tenir compte des positions du Sénat, voire contre son avis. Elle repose sur 3 arguments constitutionnels et une considération de circonstance. D'abord, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Collin, au terme de l'article 24 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Ensuite, depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, l'article 39 de la Constitution prévoit que les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. Et enfin, en outre, d'ores et déjà, l'accord du Sénat est requis pour les lois organiques qu'il concerne, en vertu de l'article 46 de la Constitution, ainsi que pour les projets ou propositions de loi constitutionnelles. C'est l'article 89, il faut quand même rappeler qu'on a égalité dans ce domaine. Bien que le Conseil constitutionnel, en ce qui concerne les lois organiques concernant le Sénat, a sérieusement restreint le champ de cet article. Alors vous avez bien entendu rappelé, Monsieur le Président Collin, l'examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales adopté par le Parlement le 17 novembre 2010 et qui aurait, selon les auteurs de la proposition de loi, démontré que les profonds désaccords peuvent exister entre le Sénat et l'Assemblée sur des points majeurs et des dispositions particulièrement importantes touchant à l'organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales. En toute logique, indiquez-vous, un texte comme celui-ci ayant un tel impact sur l'organisation territoriale de la République et au-delà sur la vie de tous les concitoyens doit recueillir l'assentiment du Sénat. Notre commission des lois partage la volonté exprimée par M. Collin de défendre le rôle éminent du Sénat dans le domaine des collectivités territoriales. Ce n'est pas forcément le cas de tout même au Sénat. Hein? Bon, voilà. Et vous êtes avec continuité, Monsieur le Président Collin, et historiquement avec continuité, votre groupe a toujours défendu le rôle du Sénat. Voilà, nous aussi. Elle n'estime pas injustifier l'exigence d'un accord des 2 assemblées pour l'adoption de textes concernant à titre principal l'organisation des collectivités territoriales. Cependant, c'est là où on vous déçoit, mais enfin, elle considère que la procédure référendaire qu'implique nécessairement une proposition de loi constitutionnelle n'est pas la plus adaptée. Depuis 1958, les 2 tiers des 3203 lois
qui ont été adoptés dans le cadre de la navette sans qu'il soit nécessaire de provoquer l'intervention d'une commission paritaire. 22,17% des textes ont été votés à l'issue d'une CMP et 11,11% ont donné lieu au dernier mot à l'Assemblée. Ces divergences, certes en nombre limité, portent néanmoins sur des textes les plus sensibles, et en particulier sur ceux intéressant l'État et les collectivités territoriales. Néanmoins, tel n'est toujours pas le cas, et vous avez cité un certain nombre d'exemples. Parmi les premières lois de décentralisation, la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a été adoptée sur la base du texte établi par la CMP. Et vous avez rappelé aussi que parmi les apports du Sénat, il convient de signaler l'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre. Certaines collectivités feraient bien de s'en souvenir, d'ailleurs. Ou encore l'affirmation du principe d'un transfert par bloc de compétences. Vous voyez qu'on parlait déjà des compétences à l'époque. De même, la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999 a donné lieu à un accord à l'issue d'une CMP. Ainsi, sur la base de l'expérience et de l'expertise acquises dans le domaine des collectivités territoriales, les positions défendues par le Sénat sont susceptibles d'emporter l'adhésion malgré les clivages politiques. Plusieurs principes fondamentaux promus par le Sénat ont d'ailleurs été inscrits dans le titre 12 de la Constitution, à la faveur de la révision du 18 mars 2003, et encadrent désormais l'évolution du droit dans le domaine des collectivités territoriales. Ainsi, la mission de représentation des collectivités territoriales assignée au Sénat par l'article 24 de la Constitution ne s'arrête pas au seul mode d'élection des sénateurs, mais s'exprime aussi dans l'influence qu'il exerce sur la législation intéressant ces questions. Le principe d'un accord entre les deux assemblées pour l'adoption de tels textes permettrait bien entendu de garantir ce rôle. Cette évolution de notre droit constitutionnel pourrait être d'autant mieux acceptée que la notion d'organisation des collectivités territoriales a été précisée et circonscrite à l'occasion des débats parlementaires concernant la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Cette notion recouvre le choix du nom des collectivités territoriales, la détermination des règles relatives à leurs organes et à leurs actes, ainsi que la fixation de leurs limites territoriales. Elle ne comprend pas, Monsieur le Président, en revanche, les modes de scrutin. Eh oui. En outre, l'exigence d'un accord entre les deux assemblées pourrait constituer le prolongement de la priorité d'examen reconnue au Sénat par la révision du 28 mars 2003. D'ailleurs, le projet de loi 61, concernant les collectivités territoriales, avait été déposé au Sénat. Il faut quand même le rappeler. Alors on dépose et ensuite c'est l'Assemblée qui en fait ce qu'elle veut. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Au demeurant, la Sénat a déjà envisagé à l'occasion de cette révision une modification des dispositions de l'article 45 tout en y renonçant par souci de compromis. Ainsi, votre commission des lois avait proposé que la loi organique relative aux ressources financières des collectivités territoriales soit votée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Elle reprenait une disposition de la proposition de loi constitutionnelle présentée par le président Christian Poncelet et plusieurs de ses collègues relative à la libre administration des collectivités territoriales, selon laquelle l'Assemblée nationale n'aurait pu avoir le dernier mot pour l'adoption des lois organiques fixant la liste, l'assiette et les modalités de recouvrement des recettes fiscales propres des collectivités territoriales. Ça aurait été le rêve pour le Sénat. Cependant, notre commission estime qu'une proposition de loi constitutionnelle n'est pas le vecteur le plus adapté pour cette réforme. En effet, elle implique, au terme de l'article 89 de la Constitution, une adoption par voie référendaire. Seul un projet de loi constitutionnelle peut être soumis au Parlement convoqué en Congrès. Or, un sujet comme celui-ci, de nature plus institutionnelle que politique, se prête moins à une consultation populaire qu'à une adoption par le Congrès, selon une procédure d'ailleurs retenue pour la quasi-totalité des réformes constitutionnelles conduites sur la base de l'article 89, bien entendu à l'exception de l'introduction du quinquennat par la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000. Monsieur le Président Collin, moi je voudrais ajouter quelque chose. Il faut rappeler que certes, le Sénat représente les collectivités territoriales, c'est sa fonction constitutionnelle, mais ce n'est pas parce que nous sommes élus au suffrage indirect que nous ne sommes pas une assemblée parlementaire de plein exercice
et que certains qui voudraient nous cantonner à nous... Non, qui voudraient, oui, mais il faut le rappeler de temps en temps, qui voudraient nous cantonner à simplement nous occuper des problèmes des collectivités territoriales. Non, mais je le dis aussi parce que ça pourrait être la tentation, occupez-vous des collectivités territoriales, ne vous occupez pas du reste. Nous sommes des législateurs de plein exercice, nous pesons dans tous les débats de société autant que l'Assemblée, bien entendu. Il faut bien trouver un moment où il y a le dernier mot pour que les lois soient votées. Mais je puis vous assurer que le Sénat doit continuer à garder sa spécificité sur un certain nombre de sujets. Et je pense que dans un débat compliqué à l'heure actuelle, parce qu'il y a un manque de repères, une crise, etc., je pense que la valeur ajoutée du Sénat, notamment dans le domaine des libertés publiques, n'est pas à négliger. C'est le petit commentaire que je voulais ajouter. Monsieur le Président Colin, au bénéfice de ces observations, votre commission, pour ne pas insulter l'avenir, a décidé de ne pas établir de texte et de ne pas demander le rejet du texte, mais d'adopter une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi dans l'attente de son examen éventuel lors d'une prochaine révision constitutionnelle. Et contrairement à ce que certains disent, le renvoi en commission pour la commission des lois n'est pas forcément un enterrement de première classe. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président rapporteur. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Richert, ministre en charge des collectivités territoriales. Président, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Président Colin, auteur de la proposition de loi que nous examinons, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la proposition de loi constitutionnelle que vous présentez, Monsieur le Président Colin, vise à modifier l'article 45 de la Constitution afin que la procédure du dernier mot ne puisse plus s'appliquer aux propositions et projets de loi ayant pour objet principal l'organisation des collectivités territoriales. Je voudrais tout d'abord rappeler à titre liminaire le cadre général de cette procédure du dernier mot. L'article 45 de la Constitution prévoit que dans le cas où les deux assemblées ne sont pas parvenues à un accord sur une proposition à un autre projet de loi, à l'issue de la commission mixte paritaire, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte. Une faculté. La procédure est la suivante. Une ultime navette est alors organisée en vue d'une nouvelle lecture par l'Assemblée puis par le Sénat. Et enfin seulement, le dernier mot est donné, le cas échéant, à l'Assemblée nationale. Le constituant a souhaité donner le dernier mot à l'Assemblée nationale élue au suffrage universel direct par le peuple. Permettez-moi d'abord de développer en trois parties mon exposé. Tout d'abord, la pratique du dernier mot et navette parlementaire, les moyens de lever les désaccords entre les assemblées. La philosophie de l'article 45 de la Constitution et la pratique relèvent que l'usage du dernier mot reste et doit rester limité. Le principe est celui fixé au premier alinéa de l'article 45. La loi résulte de l'adoption par les deux chambres d'un texte identique. La quasi-totalité des lois est adoptée conforme par les deux assemblées. Le président Hyest en parlait tout à l'heure, sans qu'il soit besoin de recourir au dernier mot. La procédure est tout entière construite pour faire converger les positions des deux assemblées du Parlement. Le plus souvent d'ailleurs, l'accord intervient entre les chambres sans qu'il soit même besoin de convoquer une CMP. Depuis le 1er octobre 2007, sur les 316 lois adoptées, 65 seulement ont nécessité la réunion d'une commission mixte. Les chiffres de l'activité parlementaire montrent également que nombre de textes votés par le Sénat sont adoptés par l'Assemblée nationale sans modification. Pas moins de 45 textes sur la même période, sur les 316 adoptés, l'ont été adoptés tels que votés par le Sénat. Le recours au dernier alinéa de l'article 45 est exceptionnel donc. Si le dernier mot a été donné plusieurs fois à l'Assemblée nationale entre 2001 et 2002, loi de modernisation sociale, loi sur la Corse, loi sur les professions de santé, depuis la procédure a été déclenchée une seule fois, au printemps 2010, pour une disposition de loi organique relative à l'application de l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution. Excepté donc ce dernier cas, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés. La navette donne l'occasion aux commissions ainsi qu'aux deux assemblées parlementaires d'exprimer, mais aussi de rapprocher progressivement leur point de vue. On l'a vu sur la loi sur la réforme des collectivités à laquelle vous faisiez référence, entre la loi déposée par le gouvernement et la loi qui est sortie du vote des assemblées. On a vu qu'à chaque fois que la loi est passée devant l'une ou l'autre des assemblées,
des modifications substantielles sont intervenues. Donc c'est quelque chose qui est utile, bien sûr, pour permettre d'améliorer à la fois les lois, mais aussi de rapprocher les positions entre les deux assemblées. Avec la réforme constitutionnelle de 2008, le travail en commission y contribue fortement. Deuxième logique que je voudrais expliquer, c'est la logique institutionnelle du bicaméralisme. La faculté laissée à l'Assemblée nationale, en cas de blocage persistant, de trancher ultimement est un élément de l'équilibre de la procédure législative de notre démocratie. Cette logique a d'ailleurs été préservée par la réforme constitutionnelle de juillet 2008, au cours de laquelle aucun de vous n'a souhaité sa remise en cause. Il est vrai que la Constitution a confié à votre Assemblée, qui était à l'époque aussi la mienne, une priorité d'examen pour les textes portant à titre principal sur l'organisation des collectivités locales. Le Constituant consacre ainsi une fonction de représentation de ces collectivités et lui donne toute sa portée. Cela vous confère un rôle déterminant dans la définition de législation dans cette matière. Lors de l'examen de la réforme des collectivités territoriales, vous avez imprimé votre marque sur de nombreux sujets, comme l'achèvement de la carte intercommunale, le mode d'élection des délégués communautaires, les métropoles et d'autres. Au plus fort de la crise, parce qu'il y avait crise, vous avez choisi de mettre en place le remboursement anticipé du fonds de compensation de la TVA qui a permis de soutenir l'économie locale. J'ajoute que depuis octobre 2007, pas moins de 45 textes ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale sur la base de la rédaction issue du Sénat, je le disais tout à l'heure. Faut-il se priver d'une disposition qui permette, dans des cas somme toute exceptionnels, de dépasser les clivages et d'empêcher la paralysie institutionnelle? Aurait-il fallu en 1982 se priver de la grande loi de décentralisation? C'est ça la question. Le Constituant a déjà prévu 2 exceptions à la procédure du dernier mot de l'article 45 et ces exceptions sont strictement limitées. Ainsi, les lois organiques relatives au Sénat doivent impérativement être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Et l'on comprend aisément qu'un vote conforme soit requis pour les textes qui concernent l'organisation et la composition de votre assemblée. Il en va de même pour les révisions constitutionnelles. La portée de ces textes justifie qu'ils soient adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées. Le troisième paragraphe que je voudrais développer, c'est la question de l'équilibre du bicaméralisme. En réalité, par cette modification, Monsieur le Président, vous tendez à rapprocher notre façon de légiférer de la pratique qui est en œuvre dans plusieurs pays d'Europe, et je prends l'exemple de l'Allemagne. Dans ce pays, le Bundesrat, qui représente les Länder, et les Länder, ils sont représentés d'office par les ministres-présidents et un certain nombre de membres des Länder en fonction de la taille de l'importance de ceux-ci. Oui, en Allemagne, le Bundesrat, qui représente les Länder, a la possibilité, pour les textes qui concernent les collectivités, la fiscalité, les finances, de refuser la mise en œuvre des textes votés par le Bundestag, donc les députés, dès lors que le Bundesrat ne donne pas son accord. En fait, le dernier mot ne revient pas au Bundestag sur tous ces domaines, notamment celui que vous préconisez, à savoir celui qui concerne les collectivités. Il y a en Allemagne, ce qu'il faut comprendre, un autre équilibre. C'est qu'effectivement, le Bundesrat a la possibilité d'avoir le dernier mot en même temps que l'Assemblée nationale, mais en contrepartie, c'est ce qu'expliquait Jean-Jacques Hyest, c'est que le Bundesrat n'a pas la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble des textes de loi. Ne viennent au Bundesrat que les textes pour lesquels il a compétence et pour lesquels, effectivement, il a de ce coup le dernier mot. Ce qui fait que les lois, disons, ordinaires, qui concernent la vie communautaire, la vie de la communauté nationale, ne sont pas soumis au Bundesrat. La question, c'est donc globalement tout l'équilibre qu'il s'agit de trouver entre, d'un côté, l'Assemblée nationale et le Sénat, le Bundestag et le Bundesrat. Nous avons choisi chez nous d'avoir un équilibre qui fait que le Sénat reçoit l'ensemble des textes, la même compétence que l'Assemblée nationale, mais il faut laisser quelqu'un pouvoir décider en dernier ressort. En Allemagne, ils ont fait le choix inverse, c'est-à-dire que les deux, sur un nombre de points limité, ont les mêmes compétences, mais par contre, le Sénat, donc le Bundesrat, ne reçoit pas l'ensemble des autres textes. Donc c'est un autre équilibre. Donc à ce moment-là, si le Sénat devait aller dans cette direction, me semble-t-il, il faudrait à ce moment-là réfléchir sur un nouvel équilibre global. Et c'est ça le point, voyez-vous.
On aurait pu imaginer qu'à l'occasion de la révision constitutionnelle, ce travail soit fait pour trouver le nouvel équilibre, et c'est ce que le gouvernement, avec sa majorité, a essayé de faire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc en 2008, la gauche s'est exprimée de façon très claire, en disant très simplement, je l'exprime de façon abrupte, elle est opposée à ce que le Sénat ait un quelconque moyen de blocage. Elle s'est opposée pour dire qu'elle ne souhaite aucun droit de veto au Sénat. Devant ce blocage de la gauche, la majorité d'alors, devant quand même réunir, vous le savez, Monsieur le Président, vous êtes mieux placé que quiconque, n'avait d'autre choix que d'essayer de retrouver une majorité permettant de passer non pas simplement au niveau du Parlement, mais de passer ensuite en Congrès. C'est la réponse pour laquelle, à l'époque, il n'a pas été possible de trouver ce nouvel équilibre qui est indispensable si nous voulions aller dans cette direction. Vous comprenez, Monsieur le Président, ma sensibilité pour cette question qui est soulevée, mais vous comprenez aussi mon souci d'avoir évidemment un Parlement qui a la possibilité de continuer à fonctionner de façon équilibrée. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le gouvernement salue la sagesse de votre rapporteur, le vice-doyen Gélard, et de la Commission des lois, Monsieur le Président, et vous propose, conformément à leur proposition, d'adopter la motion de renvoi en commission. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous allons entamer la discussion générale. La parole est tout d'abord à Madame la Présidente Borvo-Cohen-Seat pour le groupe CRSP-SPG. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Voilà, moi je comprends et je partage les préoccupations de notre collègue et de son groupe sur ce qui s'est passé concernant les collectivités territoriales, mais je le dis d'emblée, je ne partage pas le contenu de sa proposition et même les motivations qu'il a défendues. La réforme des collectivités locales, telle qu'elle a été adoptée, et je parle du fond et de la forme, est significative non pas de l'incapacité du Sénat de pouvoir imposer son point de vue, mais d'un mode de gouvernement et d'un mode législatif qui mettent en cause quand même en grande partie une vie parlementaire démocratique et donc tout simplement une vraie démocratie. Le président de la République nous avait prévenu, sa réforme devait absolument aboutir et devait aboutir dans les termes qu'il voulait voir y figurer. Fit donc de l'avis du peuple et des élus d'ailleurs. Il n'a pas été consulté, le peuple et les élus non plus. Et les nombreuses motions votées par des assemblées locales, comme les critiques des associations d'élus, ont été balayées en définitive. Notre Assemblée a certes relayé peu ou prou, c'est le moins qu'elle pouvait faire, ces critiques, ce qui n'a pas eu l'heure de plaire au président et au gouvernement. Les coups de force de ce dernier à l'Assemblée nationale, avec l'appui de sa majorité, étaient autant d'expressions d'un mépris à l'égard de notre Assemblée et des élus, donc, ce qui est évidemment inacceptable. Mais je veux quand même rappeler qu'au bout du compte, la majorité au Sénat a accepté de se déjuger, permettant à l'Assemblée nationale de s'en sortir sans avoir à user de son dernier mot, comme nous en avait menacé le président de la République. Soyons clairs, la majorité sénatoriale a donné son aval à l'Assemblée nationale et donc donner la primauté à l'Assemblée nationale sur le vote n'aurait rien changé à l'affaire, puisque le Sénat aurait fait la même chose. Ce choix de la solidarité de la majorité dans les deux chambres était éminemment politique, d'ailleurs c'est assez logique, mais quand il n'était pas plus opportuniste, ça c'est plus ennuyeux. Dans ces conditions, la proposition de loi de nos collègues, de notre collègue, permettrait-elle de remédier à ce problème? Non. Enfin, j'en suis loin d'en être convaincu. Donc, je crois que c'est une question politique avant tout et de fonctionnement de nos institutions qui, évidemment, fait du débat parlementaire quand même quelque chose qui est secondaire. Et c'est quand même la présidentialisation, la majorité présidentielle, enfin tout ça c'est le fonctionnement global de nos institutions. Je pense que ça n'a rien à voir, Monsieur le Président, avec aimer ou ne pas aimer le Sénat, hein, c'est tout autre chose.
Donc, je pense qu'il ne serait pas légitime de voter une disposition qui écorne la primauté d'une assemblée élue au suffrage universel direct au profit d'une deuxième assemblée élue au suffrage universel indirect, ou autrement dit, les élus contre les citoyens. Ce serait un problème, je dirais, tout aussi grave. Je vais même plus loin, contrairement à nos collègues, je pense qu'il faut non pas rogner sur les pouvoirs de l'Assemblée nationale, sur tous les sujets, mais lui donner ou lui redonner des pouvoirs et une véritable représentativité des citoyens. À l'inverse de ce qui a à cours aujourd'hui, il faut assurer sa primauté par rapport à l'exécutif et asseoir par conséquent sa légitimité. L'hyperprésidentialisme actuel, aggravé par la réforme constitutionnelle, entraîne des pratiques très contestables. Elle met aussi le doigt sur l'exigence d'une démocratisation en profondeur. Qui décide de la loi ? Voilà la question. Ce ne sont pas les parlementaires qui décident de l'ordre du jour, de la procédure accélérée, du droit d'amender, c'est la majorité parlementaire dans le cadre existant, une relation directe entre un chef de l'État superpuissant et les députés qui le soutiennent et qui lui doivent tout dans le cadre d'un quinquennat au calendrier inversé, qui a été inversé. Ajoutons les restrictions au pouvoir de décision budgétaire, le vote bloqué, l'article 49.3 et maintenant l'examen des textes issus des commissions et le temps de parole contraint. Ajoutons aussi un mode de scrutin législatif injuste, amenant l'Assemblée nationale à ne pas être représentative du peuple tel qu'il est. Un hyper-président, une assemblée au pouvoir réduit et un fait majoritaire, voilà les problèmes. Quant au Sénat, en 2002, à l'occasion du travail du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, mon groupe s'était déjà opposé à l'accroissement de ses compétences législatives en général sur les questions liées aux collectivités territoriales. Nous avions considéré qu'en aucun cas l'esprit et la lettre de la Constitution et au-delà la tradition républicaine n'envisagent de donner la primauté à l'Assemblée élue au suffrage indirect par rapport à l'Assemblée élue au suffrage direct. C'est ce que nous avons réaffirmé à l'occasion de la révision constitutionnelle de 2003. Loin de vouloir nier la spécificité du Sénat, il nous paraissait plutôt utile de recentrer le rôle du Sénat sur cette spécificité. Et c'est avec cet objectif que nous répondons oui à la question qui peut se poser de la nécessité d'une deuxième chambre dans un régime démocratique. D'aucuns la posent, nous l'avons posée d'une certaine façon à une époque, nous ne la posons plus de la même façon, mais nous considérons que l'existence de cette deuxième assemblée se justifie, mais avec un rôle nouveau et spécifique. Nous avons à plusieurs reprises proposé ici que ce rôle nouveau soit celui de caisse de résonance de l'initiative des citoyens et des collectivités locales. Nous avons fait ces propositions avec la conviction que l'institution d'une démocratie plus participative est la clé de toute relance de la démocratie en général. Elle doit, je l'ai dit, s'accompagner d'un renforcement de la représentation nationale à rebours des logiques présidentialistes. Mais la généralisation de l'initiative citoyenne rend de notre point de vue nécessaire l'institution d'une interface entre elle et l'activité parlementaire, de même que la nécessaire démocratie locale a besoin d'une interface avec l'Assemblée nationale. Le Sénat transformé pourrait assurer cette mission. Il pourrait contribuer au travail démocratique qui manque aujourd'hui pour assurer le débat sur le contenu des propositions législatives dans un aller-retour entre les collectivités locales, les citoyens et l'Assemblée nationale. La véritable réforme à faire pour nous, ce serait d'élargir la représentativité du Sénat et de renforcer les libertés locales ainsi que le rôle du Parlement. Voilà qui mériterait un vrai débat et dans lequel pourraient s'inscrire les questions sur qui décide à un moment donné. Elle ne saurait passer par une remise en cause des équilibres institutionnels déjà bien malmenés. La question qui demeure posée est bien celle d'une véritable démocratisation des institutions de la République. C'est les raisons pour lesquelles, évidemment, nous ne pouvons pas soutenir la proposition de loi de nos collègues. Je dois dire que nous ne serions pas hostiles à ce qu'une proposition de loi, y compris constitutionnelle, puisse faire l'objet d'un grand débat législatif au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, etc. Donc c'est vrai que chaque fois que l'opposition, parce que par contre il y a des propositions de loi venant de la majorité qui suivent un cursus et qui aboutissent comme des projets de loi. Les propositions de l'opposition, elles se terminent toujours par une fin de non-recevoir ou remise à plus tard qui ne vient en général jamais, sauf si le gouvernement le veut. Donc voilà.
Ce qui fait que, je le dis tout de suite, qu'on est contre cette proposition. Le fait de ne pas vouloir qu'il y ait de débat aujourd'hui, c'est un autre problème auquel, je crois, nous ne pouvons pas accepter. Merci Madame la Présidente. Eh bien maintenant, nous allons entendre Monsieur François Zocchetto pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle de nos collègues du groupe RDSE est intervenue, si je me rappelle bien, dans un contexte particulier. C'était à la veille de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Elle a donc été déposée à un moment très précis, très daté, et il est probable, même très probable, que dans ce contexte, l'existence des dispositions qui sont aujourd'hui contenues dans cette proposition de loi qui nous est soumise aurait eu une influence certaine sur le déroulement et probablement sur l'issue du débat. Comme l'a justement rappelé notre rapporteur président tout à l'heure, l'article 24 de notre Constitution dispose que depuis 1958, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Mais c'est bien plus récemment, depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, que notre Constitution prévoit que les projets de loi ayant pour objet principal l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. Il est donc tout à fait légitime, selon nous, de nous interroger sur cette question. Ne faut-il pas aller encore plus loin que le texte constitutionnel du 28 mars 2003 ? Et certains diront, ne faut-il pas aller jusqu'au bout du raisonnement, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on s'est arrêté au milieu du gué, et ne faut-il pas prévoir que le Sénat ait le dernier mot pour les textes traitant des collectivités, ou au moins qu'il y ait un accord parfait entre les deux chambres sur cette matière. Alors sur le fond, je dois dire qu'une large majorité des membres du groupe de l'Union centriste est plutôt favorable à ce changement. Car comme je l'ai indiqué en commission, les collectivités territoriales ont besoin de stabilité pour fonctionner, pour s'inscrire dans l'histoire de notre pays. Elles ont besoin aussi de cette forme de consensus qui s'exprime par un accord des deux assemblées. On a vu récemment toute la difficulté, voire même le risque qu'il y avait à forcer un peu la manœuvre et en utilisant au maximum les contours de notre Constitution. Que le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités, ait le dernier mot ou participe à un accord parfait, apparaît totalement légitime sur les textes le concernant et dans la continuité des dernières évolutions constitutionnelles. Je crois que là-dessus, tous les sénateurs peuvent être d'accord. Car il ne s'agit pas, à travers ce débat, de remettre en cause le bicamérisme, mais d'aller jusqu'au bout des prérogatives qui ont été dévolues à chacune des deux chambres. Toutefois, et sans vouloir faire sourire, en tant que membre de la commission des lois, je suis sensible aux arguments qui ont été énoncés par notre rapporteur. En effet, et je pense que le président Colin en conviendra, une proposition de loi constitutionnelle n'est sans doute pas le meilleur vecteur pour une telle réforme. On sait bien que cela supposerait que le texte soit adopté par la voie référendaire, et chacun conviendra qu'un référendum n'est certainement pas pertinent, ou en tout cas est peu pertinent sur ce thème. En tout cas, je ne m'avancerai pas sur les résultats d'une consultation par voie référendaire. Donc comment arriver à l'objectif? C'est toute la difficulté de l'exercice. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je me suis exprimé en commission pour dire que je comprenais parfaitement le renvoi du texte en commission. Le président a dit que quand on renvoyait en commission à la commission des lois du Sénat, ce n'était pas un enterrement de première classe, et j'en suis quasiment le garant pour certaines matières que nous étudions dans cette commission. Mais je vous indique,
mes chers collègues, qu'une majorité des membres du groupe de l'Union centriste votera contre le renvoi en commission, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, et en faveur de l'adoption de cette proposition de loi constitutionnelle qui ne peut que clarifier et renforcer le rôle du Sénat et les relations que nous avons avec les élus locaux. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Zocchetto. Maintenant, nous allons entendre notre collègue Jean-Pierre Michel pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le but affiché de la proposition de loi est très clair, et d'ailleurs son intitulé le traduit explicitement. Renforcer la fonction de représentation par le Sénat des collectivités territoriales de la République. Pour les textes qui ont pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales au sens du deuxième alinéa de l'article 39, c'est-à-dire qui sont soumis en premier lieu au Sénat. Il s'agit donc de leur appliquer la procédure prévue pour les lois organiques relatives au Sénat, qui doivent être votées dans les mêmes termes par les deux chambres, et pour les propositions, les projets de loi de révision de la Constitution. Concrètement, il s'agirait donc de donner au Sénat un droit de veto pour les textes législatifs relatifs à l'organisation des collectivités territoriales qui sont déposés en première lecture au Sénat. Alors, d'abord la première question, pourquoi le groupe RDSE et son président, notre cher collègue Colin, propose-t-il cette solution? Parce qu'il faut bien le dire, la majorité sénatoriale n'a pas joué son rôle et qu'elle a gravement failli à ce qui devait être sa mission. En réalité, nous ne serions peut-être pas là en train de débattre de cette proposition de loi si, mesdames et messieurs de la majorité, vous aviez, lors de l'examen du projet de réforme des collectivités territoriales, pleinement rempli la fonction de grand défenseur des collectivités territoriales et de ces élus locaux que vous revendiquez et qui est inscrit dans la Constitution. Au lieu de cela, que s'est-il passé? Vous avez renié les travaux de la mission sénatoriale Belot-Cratinger, qui proposait, après une large concertation, une réforme plus consensuelle des collectivités territoriales. Lors des débats portant sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, cédant à la volonté élyséenne, du moins je le suppose, et gouvernementale, j'en suis certain, vous avez, après moult tergiversations et marchandages que l'on connaît et qui ont été avoués dans les couloirs, et sans crainte de vous contredire, vous êtes revenus sur des dispositions qui avaient été adoptées ici à une quasi-unanimité. Ainsi, par exemple, après avoir dans un premier temps voté contre la suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions, vous avez fini par accepter la suppression de celle-ci au détriment de la cohérence et de la solidarité des territoires qui les composent. Vous l'avez fait contre l'avis de toutes les associations d'élus, les régions, les départements et les communes, sauf l'association créée au dernier moment par notre collègue, aujourd'hui ministre des collectivités territoriales, mais qui est totalement marginal à mon avis. Et le report de l'application de cette disposition n'y change d'ailleurs absolument rien. D'ailleurs, vous vous souvenez tous, peut-être que vous y assistez, à l'explication de vote du président Gérard Longuet, toujours d'ailleurs très bon orateur, comme hier soir, qui, il faut relire son explication de vote. C'est absolument un monument. Bien sûr, l'Assemblée est revenue sur tout. Bien sûr, le Sénat, voilà. Mais, nous voterons. Mais mes chers collègues, nous voterons, mais nous voulons quand même revenir sur la question dans les plus brefs délais. Voilà à peu près ce qu'avait dit Gérard Longuet. Je dirais, on ne peut plus être plus clair dans un exercice que je ne veux pas qualifier par respect pour le président du groupe UMP. De la même manière, il est frappant de voir la majorité sénatoriale approuver la réduction du nombre des élus locaux, entérinant ainsi la défiance de l'exécutif à l'égard des élus locaux qui seraient trop nombreux, mauvais gestionnaires, paraît-il. Un paradoxe pour la Chambre qui émane justement des élus locaux et qui est élu par eux. Car c'est quand même cette suspicion que vous avez exprimée, mes chers collègues.
La réduction du nombre des élus locaux par la création du conseiller territorial, élu hybride à 2 têtes, dont on ne sait pas encore, le Conseil constitutionnel le dira, s'il exerce un mandat ou 2, à mon avis il en exerce 2, mais on verra, n'a pas pour objectif, comme il a été soutenu, de faire des économies, mais beaucoup plus, de réduire l'effectif des élus départementaux et régionaux, majoritairement de gauche aujourd'hui. Ça sera peut-être plus le cas demain. Vous savez, en France, ça peut changer. Mais en tout cas, qu'il privera les citoyens d'un débat démocratique du fait de la fusion de ces élections et portera un coup à la parité et réduira l'expression du pluralisme politique. À cet égard d'ailleurs, je suggère à notre estimé et mon estimé président de la commission des lois de prévoir une proposition de loi électorale simple pour dire en 2014 si le conseiller territorial aura 1 voix ou 2 dans le collège des élus sénatoriaux. Bon, car aujourd'hui vous êtes maire et vous avez 2 voix, vous avez un suppléant. Est-ce que ce conseiller territorial pourra avoir un suppléant au titre du conseil général où il siège ou au titre du conseil régional où il siégera également? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait un mandat ou 2. De toute façon, la question se posera. Alors voilà, mes chers collègues, ce que vous avez voulu pour les collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui, bien entendu, nous comprenons parfaitement que dans ce contexte, eh bien, nos collègues du NDRCE, toujours très attentifs au pouvoir du Parlement et notamment du Sénat, pour les sénateurs, aient déposé cette proposition de loi constitutionnelle. Mais cette proposition de loi, elle permet de souligner évidemment la formidable occasion manquée de faire un pas supplémentaire vers notre démocratie décentralisée. Et elle ne manque pas d'ambition, puisqu'elle veut résoudre un problème politique susceptible de survenir entre l'Assemblée nationale et le Sénat et de se reproduire. Toutefois, renforcer les pouvoirs du Sénat afin qu'il puisse mieux jouer son rôle au regard des collectivités territoriales est-elle la solution pour rééquilibrer et pallier l'absence de volonté politique et de cohérence au sein de la majorité sénatoriale d'aujourd'hui? Je ne le pense pas. Il serait en effet vain de donner le dernier mot au Sénat si, par ailleurs, la majorité de celui-ci finit toujours par céder aux desiderata de l'un ou de l'autre, du gouvernement ou du président de la République. Le Sénat n'est pas soumis aux mêmes contraintes institutionnelles que l'Assemblée nationale. Il ne peut être dissous et, nonobstant le fait que l'Assemblée nationale ait le dernier mot, il dispose tout de même d'une grande marge de discussion, plus grande d'ailleurs et plus large que celle de l'Assemblée nationale. À lui de convaincre, et à lui, et au groupe majoritaire notamment, de faire vivre la navette parlementaire. C'est là, à mon avis, l'unique moyen de renforcer la légitimité du Sénat et de faire valoir sa spécificité due à son mode électoral, c'est-à-dire sa spécificité de défenseur des collectivités territoriales. D'ailleurs, je note que lorsque le Sénat ne vote pas conforme des textes, il aurait pu le faire pour ce texte, et des CMP sont convoqués par le gouvernement, je note que dans bien des cas, et des cas importants, comme la loi pénitentiaire, comme la loi sur la rétention, c'est finalement le Sénat qui a le dernier mot, car le Sénat a des solutions sages, relativement consensuelles, auxquelles finalement se rallient au cours de la CMP, eh bien, les élus de gauche, membres de la CMP, aussi bien sénateurs que députés, et le Sénat a donc le dernier mot. Voilà une façon de faire qui ne bouleverse pas les équilibres. Pour notre part, bien entendu, nous considérons que le Sénat est membre à part entière du Parlement. Il est élu au suffrage universel, indirect bien sûr, mais il représente le peuple souverain et il fait preuve d'une universalité d'intérêt. Il légifère sur tous les sujets. Les sénateurs sont des élus de la nation et ils sont comptables de l'intérêt général et aucunement des seuls intérêts des collectivités territoriales. La fonction du Sénat est plus large que celle-ci. Alors, vouloir particulariser la procédure législative concernant les textes relatifs aux collectivités territoriales présenterait, à notre avis, l'inconvénient d'abord de perturber gravement le fonctionnement des institutions et l'équilibre qui a été établi entre l'Assemblée nationale et le Sénat, en particulier le bicamérisme auquel nous sommes très attachés et qui consacre la prééminence de la Chambre qui est élue au suffrage universel direct. L'existence même d'une seconde Chambre dans notre système institutionnel ne fait plus débat. Il en va de même de la nature des compétences de cette dernière, qui doit conserver sa capacité législative générale. Et nous ne voudrions pas qu'un jour, le Sénat voit ses compétences, comme ça a été dit dans certaines tribunes libres,
voit ses compétences limitées au seul domaine des collectivités territoriales et perd ainsi sa qualité de législateur de plein exercice au même titre que l'Assemblée nationale. Alors nous comprenons bien entendu la démarche de nos collègues du groupe RDSE. Nous ne partageons pas sur le fond, je crois que je m'en suis expliqué, cette proposition de loi, mais nous souhaitons d'ailleurs, et je l'ai montré, souligner les conditions dans lesquelles elle a été présentée, dans lesquelles elle est aujourd'hui discutée. Nous sommes favorables à l'ouverture d'un débat institutionnel, bien entendu, qui irait dans le sens d'un rééquilibrage des pouvoirs, notamment en élargissant, par exemple, la base électorale du Sénat, mais il n'est pas question pour nous de donner un droit de veto supplémentaire au Sénat en l'état. Cependant, je dirais que la technique de la commission des lois, et certainement des autres commissions de cette Assemblée, est de renvoyer en commission lorsque on ne sait pas que faire d'une proposition de loi. Alors, nous sommes toujours opposés à cette procédure, donc bien qu'étant hostiles au fond de cette proposition de loi, nous nous opposerons au renvoi en commission afin que le débat puisse s'instaurer dans l'hémicycle. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, Monsieur Jean-Pierre Michel. Maintenant, notre collègue Jean-Louis Masson pour les non-inscrits. En clôture, Madame Catherine Trondel de la discussion générale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je comprends tout à fait le fondement de cette proposition de loi qui nous est soumise, qui nous est proposée. Et il faut dire que depuis un an ou deux, on a assisté de la part du gouvernement à des prises de position, des décisions, des passages en force de textes de loi, de différents éléments concernant les collectivités territoriales et, je dirais, le droit en général, de manière qui était tout à fait déplacée et intolérable. Alors, je ne reviendrai pas sur les charcutages des circonscriptions législatives. Dans très peu de temps, on aura le charcutage des cantons, on pourrait dire les conseillers territoriaux, on aura le charcutage des intercommunalités. Bon, je trouve que c'est indécent. La pratique gouvernementale et sous l'autorité du président de la République est tout à fait indécente. Donc je comprends tout à fait la prise de position de nos collègues du RDSE. Je trouve qu'ils ont tout à fait raison. Ceci étant, la solution ne correspond pas au problème qui est posé. Le problème qui est posé, ça devrait être un respect de la part du gouvernement, de la part de la majorité, d'un minimum de problèmes d'éthique, de comportement correct à l'égard des collectivités territoriales, de respect de la démocratie locale, mais au niveau de la base. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Par contre, vouloir changer les rapports de force institutionnels, vouloir que finalement le Sénat puisse de plus en plus avoir un veto dans tous les domaines, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen ni de faire fonctionner la démocratie, ni d'ailleurs de conforter le rôle du Sénat, parce que peut-être à vouloir trop réagir, on peut finir par aboutir à ce que le Sénat, la légitimité du Sénat puisse être, je dirais, contestée par les uns ou par les autres. Bon, moi j'ai été successivement député, puis maintenant je suis sénateur. Bon, je considère quand même que quand on est député, on est l'élu du suffrage universel direct. Alors, le suffrage universel indirect est tout aussi légitime que le suffrage universel direct, mais c'est quand même pas la même chose. Qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, c'est quand même pas la même chose. Et quand j'étais député, j'étais élu par 100 000 électeurs ou 80 000 électeurs. Quand on est sénateur, bon, on est élu par 200, 300 voix, un peu plus quand tout va bien, mais c'est quand même tout à fait différent. Donc, moi, je ne peux pas m'associer, et autant je suis alors vraiment pas d'accord avec la politique du gouvernement, avec l'attitude du président de la République, avec tout un tas de choses. Autant je trouve que des choses qui ont été faites au cours des 2-3 dernières années sont intolérables, scandaleuses, et moi j'en ai par-dessus la tête d'un certain nombre de choses. Autant là, je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Et je pense que cette proposition de loi
ne va pas, à mon avis, obligatoirement dans le sens de la légitimité, de la légitimisation du rôle du Parlement, parce qu'il peut y avoir, je dirais, un effet boomerang, et ce n'est pas opportun. Donc, pour ma part, tout en approuvant tout à fait les réflexions globales qui ont pu être faites, je ne voterai pas cette proposition de loi. Merci. Maintenant, Madame Trendle pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après de longues semaines de discussions et de navettes sur le projet de loi portant réforme des collectivités territoriales, vous nous soumettez, Monsieur le Président Colin, une proposition de loi constitutionnelle tendant à écarter le dernier mot donné à l'Assemblée nationale en cas d'échec de la commission mixte paritaire lors de l'examen d'une loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales. Il est vrai que notre tentation est grande d'abroger ces dispositions de l'article 45 de la Constitution. Mais quelle erreur ferions-nous en adoptant votre proposition? En effet, Monsieur le Président, nous ne saurions aujourd'hui adopter votre texte, non pas au nom de quelques principes ou postures ou quelque autre objection politique, mais pour des raisons constitutionnelles et républicaines. N'est-il pas parmi nos fondements démocratiques et nos principes républicains celui de la discussion des textes législatifs dans les deux chambres parlementaires? Le peuple français a lui-même ratifié par référendum le 28 septembre 1958 le principe du dernier mot à l'Assemblée nationale. Ce principe est celui de l'article 45 de la Constitution. Il peut être révisé, conformément à l'article 89 de la Constitution, à l'initiative du Président de la République, sur proposition du Premier ministre ou des membres du Parlement. Mais les procédures diffèrent, et il me semble important de rappeler en cet instant ces distinctions. En effet, tout projet ou proposition de révision doit être examiné et voté en termes identiques par les deux assemblées. Les deux chambres disposent d'un égal pouvoir constituant. La révision étant adoptée doit ensuite être ratifiée, soit par référendum, soit par décision du Président de la République, par une majorité des 3/5 du Congrès. La raison de cette différence de traitement entre les deux procédures est évidemment politique. Le général de Gaulle craignait que les initiatives parlementaires de révision aient pour objet de détruire son œuvre. Aussi, connaissant la réserve de certains parlementaires à l'égard de la pratique référendaire, il espérait limiter leurs envies de révision en les soumettant obligatoirement au référendum. Alors, me direz-vous, quelles dispositions nous empêchent aujourd'hui d'engager une telle procédure? Sur la forme, rien. Pourtant, c'est bien au renvoi en commission auquel nous invite le doyen Gélard, notre rapporteur. Comme nous l'a brillamment exposé ce dernier, si nous devions adopter votre proposition de loi en l'état, c'est alors la procédure référendaire qui pourrait être lancée. Or, cette procédure ne serait pas adaptée en la circonstance. La question que vous soulevez aujourd'hui est en réalité institutionnelle avant d'être politique. L'histoire de la Ve République nous montre d'ailleurs la subtile nuance. Toutes les révisions ont été adoptées par la voie du Congrès, sauf celle concernant le quinquennat, en l'an 2000. L'enjeu était alors celui de faire choisir par le peuple français la durée du mandat de leurs représentants à la fonction suprême, tandis que les autres révisions, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie en 1998, de la Charte de l'environnement en 2005 ou du statut pénal du chef de l'État en 2007, ont trait à l'organisation même de nos institutions. La pratique observée, me direz-vous, a conduit à conférer au chef de l'État un véritable droit de veto en matière de révision de la Constitution, alors que celle-ci ne le prévoit pas. C'est faux, puisque tout dépend de l'origine de l'initiative de la révision. Si elle est d'origine parlementaire, la révision devra être approuvée par référendum. Si elle provient en revanche du pouvoir exécutif, c'est au Président de la République qu'il appartient de choisir la procédure. Mais ne nous égarons pas, mes chers collègues. Le sujet qui nous préoccupe ce jour ne porte pas sur la méthode, mais bien sur le fond du sujet traité. Pensez-vous raisonnablement que les Français ressentent le besoin de s'exprimer par voie référendaire sur l'organisation des travaux des deux chambres? Car le sujet est bien celui-là, une guerre de chapelle entre les deux chambres pour le traitement des sujets législatifs.
L'article 45 de la Constitution que vous souhaitez compléter, ou plutôt amputer, d'une partie de la procédure législative est totalement transparent. Il est nécessaire de le lire au regard de l'article 39 qui précise que les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. C'est bien cet article de la Constitution qui nous intéresse en premier chef et qui fonde toute notre légitimité législative. Quel besoin aurions-nous de modifier la procédure existante alors que l'article 24 de la Constitution sanctuarise le statut du Sénat en précisant qu'il assure la représentation des collectivités territoriales de la République? Les Français le savent et les élus ne s'y méprennent pas. Alors, mes chers collègues, nous sortirions-nous grandis de cette haute assemblée si, au moment de légiférer sur l'ensemble des textes qui nous sont présentés, nous agissions avec le souci permanent du respect de l'équité territoriale, des élus qui gouvernent les collectivités et des besoins de nos concitoyens. De surcroît, il me semble important que nous nous fassions mutuellement confiance, députés et sénateurs, pour réussir à trouver les termes les plus appropriés sur chacun des sujets sur lesquels nous légiférons ensemble. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe UMP soutient la demande exprimée par le rapporteur de renvoyer en commission cette proposition de loi. Bien. Alors, mes chers collègues, notre président rapporteur a déposé une motion tendant au renvoi à la commission du texte en discussion. La parole est à monsieur Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, pour présenter une motion de renvoi. Oui, Monsieur le Président, dans la discussion générale, j'ai expliqué les motifs pour lesquels le renvoi en commission me paraissait à la Commission la meilleure formule pour permettre éventuellement un débat constitutionnel ultérieur sur l'équilibre des institutions du Parlement. Je vous remercie. Contre la motion, Monsieur le Président Colin, vous souhaitez intervenir? Non. Bien. Alors, il y a le gouvernement. Je me suis exprimé dans mon intervention liminaire, les propos restent les mêmes. Bien. Alors, comme il n'y a pas d'explication de vote, je vais consulter le Sénat sur la mention de renvoi en commission déposée par le président de la commission des lois. Et je rappelle au Sénat que j'ai été... Alors, Monsieur le Président Colin, vous avez demandé un scrutin public qui vous est bien sûr accordé de droit, mais j'aimerais savoir si c'est sur le renvoi en commission ou sur la proposition de loi en tant que telle. C'est sur le renvoi. Ah, on y va pour le renvoi. Non mais bien. Alors, il va être procédé donc au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56. Ceux qui souhaitent voter pour vont remettre au secrétaire un bulletin blanc, ceux qui souhaitent voter contre un bulletin bleu, et ceux qui souhaitent s'abstenir vont remettre un bulletin rouge. Le scrutin va être ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Voter.
Le scrutin est clos. J'invite nos secrétaires à bien vouloir procéder au dépouillement. Voici, mes chers collègues, le résultat du scrutin 127 sur la motion numéro 1 tendant en renvoi en commission de la proposition de loi. Nombre de votants 338, majorité absolue du suffrage exprimé pour l'adoption 153, contre 185. Le Sénat n'a pas adopté. Je vais passer à l'examen de l'article unique. Donc, je vais maintenant vous proposer de passer à l'examen de l'article unique, tel qu'il a été rédigé. Il n'y a pas d'explication de vote là. Je vais mettre aux voix. Je vais donc mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi constitutionnelle. Il y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Et je vais donc mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi en application de l'article 59 du règlement. Le scrutin public est de droit. Il va être procédé aux conditions fixées par l'article 56 du règlement. Bis repetita placente, et je ne vais pas vous répéter la marche à suivre. Secrétaire de se mettre en position. Donc, nous allons le savoir dans quelques instants. Mais tout est politique, si j'ai bien compris. Je rappelle que ceux qui souhaitent voter pour ce texte vont remettre au secrétaire un bulletin blanc, ceux qui veulent voter contre un bulletin bleu, ceux qui souhaitent s'abstenir un bulletin rouge. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à bien vouloir procéder au dépouillement. Alors voici le résultat du scrutin numéro 128 sur l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle. Nombre de votants 338, nombre de suffrages exprimés 222, majorité absolue 112, pour l'adoption 45, contre 177. Le Sénat n'a pas adopté. Voilà donc pour cette proposition de loi du groupe radical visant à renforcer la fonction de représentation des collectivités territoriales par le Sénat. Tout de suite, preuve par 3, Michel Grosceur reçoit ce soir Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste. Et bien sûr, vous pouvez toujours retrouver la séance en VOD sur notre site publicsénat.fr. Très bonne soirée sur notre chaîne.